C'est pour moi un honneur et un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui et de prendre la parole. Je le ferai en rappelant l'attachement du Conseil régional d'Île-de-France à la recherche et à l'enseignement supérieur. Nous ne sommes pas dans une de nos compétences obligatoires. La recherche et l'enseignement supérieur ne font pas partie de nos compétences obligatoires. Et pourtant, lors de la précédente mandature, nous avons consacré plus d'1,3 milliard à ce secteur. Ça représente 5% de notre budget. C'est le deuxième poste de ce qu'on appelle le CPER, le contrat qui lie la région et l'État. Cet engagement financier traduit une ambition politique très forte sur le secteur. C'est-à-dire que c'est un secteur que nous considérons comme un secteur essentiel pour notre région, et en particulier pour cette région, l'Île-de-France, qui concentre 40% de la recherche, 17 universités, 600 000 étudiants, un nombre de laboratoires que je ne suis pas en capacité de comptabiliser tellement ils sont nombreux et importants. C'est donc particulièrement pour l'Île-de-France, mais pas seulement parce que c'est l'Île-de-France, c'est un secteur essentiel pour nous politiquement, parce qu'il y va de valeurs auxquelles nous sommes très profondément attachés, le savoir, la connaissance comme valeur émancipatrice, comme valeur qui fonde le pacte démocratique, le pacte républicain, parce qu'aussi l'enseignement supérieur et la recherche sont des éléments essentiels pour construire l'avenir de notre région de demain via les formations des jeunes et via la valorisation économique, sociale et culturelle que l'on peut faire des connaissances et des connaissances scientifiques. Toutes ces raisons font que voilà, c'est un secteur sur lequel nous sommes extrêmement présents, dans une attitude qui est une attitude que nous essayons de maintenir comme une attitude de concertation et d'écoute avec les acteurs de ce secteur. Je suis absolument persuadée qu'il ne peut y avoir de politique sur ce secteur sans qu'il n'y ait de concertation, qu'il ne peut y avoir d'ambition pour ce secteur sans que cette ambition soit écrite avec les acteurs de ce secteur. Nous avons donc une politique très forte sur ce secteur que nous déclinons dans différents dispositifs. L'un des dispositifs centraux pour notre soutien à la recherche est le dispositif des DIM, des domaines d'intérêt majeur. Nous en avions 14. Nous avons décidé, à l'occasion de la nouvelle mandature, à la suite des assises organisées en début de mandat, de relabelliser ces DIM, de relabelliser 16 DIM. Le conseil scientifique qui a été placé à nos côtés, qui est dirigé par Jean-Antoine Giraud, a reçu 50 dossiers de demande de relabellisation des DIM et il vient de rendre une évaluation dans laquelle il nous propose la labellisation de 16 DIM. Parmi ces DIM, l'un vous concerne directement, donc l'un des DIM que vous avez porté les uns les autres, les unes les autres, a été mis dans la liste des 16 DIM que le Conseil scientifique nous propose à leur labellisation. Donc à partir de maintenant, il y aura un temps d'examen par les élus politiques afin d'aller vers une relabellisation au sein du Conseil, du Conseil régional en novembre. Donc le processus est en cours. Ce dispositif de DIM dont vous avez pu bénéficier est un dispositif qui a permis à 50 jeunes de bénéficier d'allocations de recherche et qui s'est traduit par un engagement financier à hauteur de 4 millions. Donc et si vous me permettez cette petite pique, ce sont des vrais millions. Ce ne sont pas des millions fictifs qui planent, ce sont des vrais millions qui se posent réellement dans des manifestations scientifiques, dans des allocations de recherche. Avec en plus, et j'y suis très attentive et je crois qu'on va y revenir tout à l'heure,
une attention toute particulière pour nos jeunes collègues ou pour nos futurs jeunes collègues. Je crois que l'un des problèmes majeurs du secteur aujourd'hui est celui de son renouvellement. Vous connaissez peut-être ce chiffre de moins 30% de doctorants prévus pour 2017. Hein. Une étude a montré que les chiffres étaient à cette hauteur. Donc il y a un véritable problème d'attractivité de nos carrières académiques et scientifiques. Les jeunes se détournent de ces carrières et je crois que cela mérite une attention politique toute particulière. C'est pour cela que nous en avons fait notre deuxième priorité et c'est pour cela que le soutien aux allocations de recherche est pour nous tellement important. Allocations de recherche que nous avons décidé à la suite donc, de la modification de notre politique, à la suite des assises, que nous avons décidé à présent d'environner. Hein, il y a un coût environné pour les allocations de recherche qui permet aux jeunes de pouvoir bénéficier, au-delà de leur financement qui leur permet de vivre, d'un financement supplémentaire tout à fait conséquent qui leur permet de partir à l'étranger, d'acheter des petites fournitures, etc., de l'équipement informatique. Et ça, je crois que c'est très important. Ça fait que nos allocations de recherche qui étaient initialement mieux-disantes et qui ont été rattrapées par le dispositif national sont à nouveau mieux-disantes. Espérons que l'avenir nous permettra de faire en sorte que le dispositif national suive le dispositif régional. Donc une attention toute particulière aux jeunes scientifiques, hein, aux futurs jeunes collègues dans ce dispositif. Et j'en viens maintenant à la question qui va vous occuper aujourd'hui. Je crois qu'il faut que nous soyons extrêmement vigilants à la place que les femmes peuvent avoir dans ces carrières, car je crois, et d'autres que moi en parleront évidemment de manière beaucoup plus précise et pertinente que je ne le ferai, mais nous savons tous qu'il y a là une véritable problématique, une véritable question qu'il faut traiter, et que les conditions qui sont faites aujourd'hui aux jeunes scientifiques ou à ceux qui se destinent à ces carrières sont tout particulièrement problématiques pour les femmes. Je ne citerai qu'une seule chose, c'est l'accumulation des post-docs après la thèse, qu'on voit se développer dans beaucoup de disciplines scientifiques avant que le recrutement soit possible, qui fait que l'âge moyen d'entrer dans le milieu est de 32 ans. On voit bien que ça pose une question pour tous les jeunes, mais tout particulièrement pour les femmes. Et je crois qu'il faut qu'on en soit consciente, qu'on en soit conscient, et que les hommes et les femmes politiques qui vous représentent essayent d'agir sur cette question, et je m'y emploierai. Donc, Institut Émilie du Châtelet pour le développement et la diffusion des recherches sur femmes, inégalité femmes-hommes, sexe, genre. Donc existe depuis 2006 grâce à la région Île-de-France qui l'a reconnu. Madame Thys-Saint-Jean vient de le rappeler comme domaine d'intérêt majeur. L'IEC fédère à ce jour 17 établissements de recherche et d'enseignement supérieur sur l'Île-de-France, donc de nombreuses universités, dont l'université Paris 7 d'ailleurs qui nous accueille très aimablement aujourd'hui. Et puis aussi de grands établissements tels le CNRS, l'INED, le CNAM, le groupe HEC, point de suspension bien évidemment. L'IEC constitue ainsi un réseau pluridisciplinaire, ce qui est une condition indispensable pour nous à l'avancée des travaux et des réflexions sur les questions des inégalités femmes-hommes et du genre. Donc pluridisciplinaire puisque l'IEC couvre tout le champ des disciplines, couvre et met en dialogue d'ailleurs tout le champ des disciplines scientifiques, depuis les sciences de la vie, la biologie, les sciences humaines, les sciences sociales, les disciplines artistiques, etc. là aussi. Alors quels sont les objectifs de l'IEC ? Développer la recherche dans ce domaine, ça se traduit concrètement par, bien justement, ça a été mentionné aussi, distribuer des allocations doctorales et postdoctorales à de jeunes chercheurs,
organiser une journée jeune recherche, justement pour faire connaître ses travaux. Alors à noter que cette année, cette journée a lieu le 29 novembre. Organiser un séminaire mensuel et interdisciplinaire, sexe et genre, où sont présentés des travaux, là encore, de sciences de la vie ou de sciences humaines ou encore de sciences sociales. Autre objectif de l'IEC, valoriser la recherche, informer, communiquer. Concrètement, les grandes conférences de l'IEC, un samedi par mois, les colloques de l'IEC. Alors, on a en tête le colloque du mois de juin 2011, Mon corps a-t-il un sexe, qui a vu venir beaucoup de monde et qui va être mise en ligne de façon imminente. Des traductions de textes aussi. Nous avons publié donc au mois d'avril le contrat sexuel de Carole Patman, des aides à des manifestations scientifiques, entre autres bien évidemment. Enfin, un des objectifs de l'IEC, c'est entretenir le lien entre la recherche et la société civile, puisque les problématiques femmes-hommes, inégalité, femmes-hommes, genre, ont des dimensions sociétales et politiques, comme l'on sait. Et donc, à cette fin, l'IEC organise depuis 2008 les assises pour l'égalité des sexes. On les a d'ailleurs intitulées sur le terme générique de cette manière. Alors, vous avez dans les chemises d'accueil un document qui vous indique que les assises depuis 2008 sont en ligne sur un site, on va dire, ad hoc. Vous avez la référence du site pour les visualiser. Alors, cette année, on a choisi le thème « L'éducation à l'égalité entre les sexes ». Alors, pourquoi ce thème ? Ce thème s'inscrit déjà dans le sillage des assises de 2008, qui portaient sur les résistances à l'égalité. Elle renvoie aussi à celle de l'an dernier, en 2010, qui portait sur l'engagement féministe, qui était intitulée « Vous avez dit féministe ?» Point d'interrogation. Donc, à l'origine des assises de cette année, il y a un constat de fond qui est que ce n'est pas parce que le droit n'accepte plus l'inégalité entre les femmes et les hommes que l'égalité est bien installée dans la pratique. On peut même dire que cette idée selon laquelle l'égalité serait réalisée et que les injustices et la domination appartiendraient à une époque révolue sont aujourd'hui des obstacles à une action pour l'égalité des sexes et des sexualités dans la pratique. Alors, nous avons consacré la première séance le 3 octobre à l'éducation au fil de la vie, sans nous limiter à l'éducation. Attendez, non mais je formule ça très mal, donc on va dire les choses correctement. Voilà. Donc, l'éducation à l'égalité commence dès la naissance, donc c'est ça, au fil de la vie, sans nous limiter au secteur de l'éducation formelle. Ainsi, la question de l'égalité a été posée dès les toutes premières étapes de la socialisation primaire, que ce soit en famille, à la crèche ou à l'école primaire. La seconde séance du 10 de la semaine dernière, nous avons abordé lors de cette séance l'éducation à la sexualité, et on a vu que celle-ci s'opère hors de l'école autant qu'à l'école. Et malgré la traditionnelle centralisation française, il y a une grande variabilité des contenus proposés d'un établissement à l'autre. On a vu aussi que la place donnée à l'information technique et à la prévention des risques fait que l'égalité entre les sexes et les sexualités, sans être rejetée, n'est souvent pas l'objectif central dans l'éducation, alors qu'elle pourrait l'être. La séance de ce jour concerne la lutte contre l'inégalité de l'accès aux sciences. Alors ce thème va avec la prochaine séance du 24, celui sur l'éducation à l'égalité dans le monde professionnel. Ces deux séances ont partie liée, ces deux thèmes. On voit bien que garçons et filles prennent des voies divergentes dans l'univers en principe égalitaire de l'école, que les filles évitent les cursus, elles évitent. Elles vont moins, en tout cas, dans les cursus scientifiques et techniques, et les garçons, eux, les cursus littéraires. Alors, ces différences persistent au fil du temps, et elles conduisent, garçons et filles, à des secteurs professionnels différenciés. Alors, comment aborder la question pour ouvrir l'univers des possibles ? L'univers professionnel lui-même est un lieu où les assignations et les inégalités de genre sont bien établies et apparemment figées. On voit aussi que
C'est un espace, le monde du travail, où des actions de sensibilisation et de formation, ainsi que des mobilisations peuvent avoir lieu, tant au plan de la gestion du personnel qu'au plan syndical ou à d'autres niveaux. Donc, nous le savons, éduquer à l'égalité, c'est faire de la politique. C'est une action qui est moins directement tournée vers l'institutionnalisation des principes et du droit, ou vers la réparation des inégalités, que vers la réalisation des conditions pratiques de l'égalité dans la vie quotidienne. Donc on est tout à fait ici dans l'idée féministe selon laquelle on fait de la politique en s'intéressant à ce qui est donné par certains comme de l'ordre du privé, de l'intime, au rapport entre le public au privé, aux relations filles-garçons à l'adolescence, aux promotions dans les entreprises, aux choix d'orientation dans l'éducation et aux manières de mettre en place des pratiques égalitaires. Alors, avant de passer à la séance d'aujourd'hui, et c'est vrai qu'à chaque séance, nous avons tenu ce propos, nous tenons à dire, je parle au nom du comité de direction de l'IEC, nous tenons à dire un mot sur la pétition, et du conseil scientifique aussi d'ailleurs, sur la pétition des députés et des sénateurs contre la théorie du genre, qui appelait à une véritable censure, on le sait, des manuels de SVT dans les lycées. Pourtant, le genre n'est pas si souvent sur le devant de la scène. On peut se demander si toute cette agitation ne pose pas justement la question d'une présence insuffisante des questions de genre dans l'enseignement secondaire. Car ces questions de genre, nous le savons, ne concernent pas que la sexualité et les SVT ou l'éducation à la vie dans la cité, mais potentiellement toutes les disciplines du savoir, c'est-à-dire l'histoire. On voit qu'il y a un travail qui a été mené par des historiens, historiennes, professeurs pour proposer des manuels qui justement prennent en compte l'évolution des rapports entre les femmes et les hommes dans l'histoire, mais aussi, ça concerne aussi donc l'histoire, mais les SES, la littérature, la philosophie, les disciplines artistiques, et j'ajouterais l'éducation physique et sportive et le sport. Donc il ne s'agit pas seulement d'éduquer à l'égalité, mais d'enseigner l'égalité et le genre au sens le plus large. Voilà pour ce qui est de la présentation donc, de l'Institut, de ses activités et de la thématique de cette année. Je vais maintenant présenter, donc, on va commencer maintenant la première table ronde. La première table ronde, donc, intitulée « Existe-t-il un gène ?» bien sûr, avec un guillemet, pardonnez-moi. Un gène du scientifique. Alors, je vais présenter donc Véronique Chauveau. Non, pardon, excusez-moi, j'ai déjà la première table ronde. Non, il y a une introduction que Véronique Chauveau va assurer, bien évidemment. Donc, je suis allée trop vite. Alors, je présente Véronique Chauveau. Donc, elle est professeure de mathématiques dans le secondaire, après avoir enseigné 15 ans en collège dans le Val-de-Marne. Et elle exerce donc depuis 1995 au lycée Camille C à Paris. Alors, il semble que ce soit en arrivant à Camille C que Véronique Chauveau a été confrontée à la problématique de l'égalité filles-garçons dans l'éducation quand elle s'est trouvée dans une classe de terminale avec 2 filles et 30 garçons. Voilà. Et donc, alors c'était peut-être une autre époque. Est-ce que vraiment ça a changé? Je ne sais pas. Ça fera débat, bien évidemment. On aura l'occasion d'avoir des témoignages cet après-midi. En tout cas, c'est de là que date son engagement au sein de l'association Femmes et Mathématiques. Alors, Véronique Chauveau est aussi impliquée dans d'autres associations, Femmes et Sciences et Animat, dont le but, maths comme mathématiques, dont le but, mais vous aviez tous bien entendu, est de promouvoir l'activité mathématique chez les jeunes. Elle a contribué au développement de plusieurs outils pour intervenir devant les jeunes, filles et garçons, et faire bouger leur représentation très stéréotypée. Depuis 10 ans, Véronique Chauveau s'intéresse aux multiples raisons de la relative désaffection des jeunes pour les études scientifiques.